Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Mahamadou Issoufou est à Abidjan. Le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel a rencontré le président Alassane Ouattara ce lundi au cœur des échanges, la sécurité dans la région. Pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle, le Premier ministre a lancé ce lundi le programme national qui leur proposera dès 2023 plus de 30 000 stages et apprentissages. Un lancement en présence de milliers de jeunes, vous le verrez. Et puis une nouvelle association vient d'être créée pour veiller au respect des droits des footballeurs. Il s'agit de l'UFPCI. Il est dirigé par l'ex-international Zoro Mark. Le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel est à Abidjan. L'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara ce lundi. Les deux hommes ont discuté sur les questions sécuritaires et de développement des pays de la sous-région et du Sahel. Salif Yalekwe, Feujans Kissiedo. L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, était ce lundi chez le chef d'État ivoirien. En sa qualité de président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, il a présenté à son hôte ses nouvelles missions. Notre entretien a porté essentiellement sur la mission sécurité-développement que m'a confié le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Il s'agit d'une mission d'évaluation, sécurité-développement dans ce que j'appellerais un peu l'espace du Sahel géopolitique. C'est tout cet espace où existent les menaces des organisations terroristes et criminelles. Il y a une vingtaine de pays concernés. Et tous ces pays sont confrontés non seulement aux défis sécuritaires, mais à d'autres défis climatiques, défis démographiques, défis humanitaires également. En décembre 2021, l'Union africaine et les Nations unies se sont engagées à travailler ensemble en tandem avec la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le G5 Sahel, qui réunit 5 pays du Sahel pour améliorer l'action globale menée en matière de sécurité, de gouvernance et de développement à travers le Sahel. C'est en mai dernier que l'ancien chef d'État du Niger, Mahamadou Issoufou, a été désigné pour diriger ce nouvel instrument. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce lundi au lancement du programme national de stage et d'apprentissage en faveur des jeunes. C'était au Palais de la Culture ce matin, un programme qui vise à accompagner les apprenants dans leur insertion professionnelle. Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. La salle Anoumabo du Palais de la Culture, forte de ses 4000 places, n'a pas pu contenir les jeunes venus des universités, grandes écoles et autres centres de formation. C'est le lancement officiel du programme national de stage d'apprentissage et de reconversion. C'est le chef du gouvernement lui-même qui donne le coup d'envoi. Il nous faut agir pour améliorer à tout prix l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. C'est là tout l'objet de la politique des stages et d'apprentissage destinée à fluidifier leur insertion professionnelle. Car nous le savons que trop bien, apprendre et ne pas faire, c'est tout simplement n'apprendre qu'à moitié, comme le dit le célèbre proverbe. Le programme est piloté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et les partenaires du programme. Ce programme a été rénové en 2019 par la mise en place d'un organe de gouvernance comprenant les représentants des ministères techniques, du secteur privé, des organisations professionnelles, des ressources humaines, tant du secteur privé que de l'administration publique et parapublique. Ce programme permet donc de capter et de mettre à la disposition des jeunes le maximum d'opportunités de stage, d'apprentissage et de reconversion. Ainsi, entre 2019 et 2021, ce programme a permis à 96 453 jeunes filles et garçons de bénéficier d'opportunités d'amélioration de leur employabilité. Ainsi, plusieurs jeunes ont été sortis de la précarité, du désespoir, du fait de leur participation à ce programme.
Une projection d'un film documentaire a présenté les grandes articulations du programme. Les jeunes ont été entretenus à travers des panels, des formations, des coachings et des partages d'expériences sur l'importance des dispositifs de stage et d'apprentissage dans le démarrage de leur carrière professionnelle. Le porte-parole du COJEP avait annoncé sur ce plateau qu'il fêtera Noël en Côte d'Ivoire. Après 12 ans d'absence, Charles Blé Goudet annonce son retour pour le 26 novembre prochain. Comment cette nouvelle a été accueillie par les Ivoiriens? Leur reportage de Nikema Moussa et Tanguy Kona. En ce jour mémorable et historique du 24 octobre 2022, nous avons l'immense plaisir d'informer de façon solennelle l'opinion nationale et internationale qu'il a été convenu avec les autorités ivoiriennes que le président du COJEP, Charles Blé Goudet, sera de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022. Charles Blé Goudet, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, rentre en Côte d'Ivoire le 26 novembre prochain. L'annonce de son retour a fait le tour des réseaux sociaux et a fait réagir les Ivoiriens. Oui, ça a apporté beaucoup la réconciliation parce qu'il y a beaucoup qui ont gros sur le cœur. Et quand il va venir, ces gens de personnes auront la joie au cœur. Donc c'est une sorte de réconciliation. Je crois personnellement l'arrivée de Blé Goudet est un facteur de réconciliation pour notre pays. C'est un Ivoirien, c'est un homme politique, il revient à la maison, c'est un geste salutaire pour tout le pays. Ça renforce la réconciliation nationale dans ce pays-là, donc c'est une excellente nouvelle et je lui souhaite bonne arrivée. Charles Blé Goudet, âgé de 50 ans, a été acquitté en mars 2021 par la justice internationale, où il était jugé pour des crimes présumés pendant la crise post-électorale de 2010. À en croire ces mots, le président du COJEP viendrait participer à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et dès janvier 2023, les attestations d'assurance des véhicules ne seront plus physiques, elles deviendront digitales. Pourquoi ce changement d'habitude? À quoi cela répond? Quelle alternative aussi pour ceux qui n'ont pas de smartphone? Avec nous pour en parler, le président de l'association d'assurance de Côte d'Ivoire, Mamadou Koné. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors pourquoi changer aujourd'hui les habitudes des Ivoiriens? Alors, déjà, merci pour l'opportunité que vous nous donniez pour parler de cette question. Vous savez, on a souvent pensé que les opérations de sinistres, de prise en charge des victimes sont la fin d'une opération d'assurance. Mais en réalité, c'est le début. Peut-être que, pour faire simple, on va commencer par ça. Comment faire en sorte que le secteur des assurances puisse réagir beaucoup plus rapidement dans la prise en charge des sinistres? Comment faire en sorte que, finalement, les victimes que nous observons sur nos routes-là, évidemment, ne puissent pas être livrées à elles-mêmes dans les hôpitaux sans prise en charge. C'est le point de départ de la réforme. La réforme consiste à dire tous les mécanismes bureaucratiques qui résultent de la vérification des attestations physiques aujourd'hui et qui alourdissent le processus de prise en charge des sinistres puissent disparaître. Et pour que ça disparaisse, il faut évidemment la digitalisation des attestations automobiles. Et c'est dans ça que nous sommes. Et c'est le point de départ de la réforme. Il est important de le souligner. Alors, on va prendre un exemple. Si j'ai souscrit une assurance et, par exemple, elle se termine en mai de l'année prochaine, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura une transition ou est-ce que mon document sera accepté tout de même? Alors, le principe qu'on a retenu au niveau du secteur des assurances, c'est de dire à partir du 1er janvier 2023, toutes les attestations d'assurance automobile seront digitales. Y compris les contrats qui sont en cours de renouvellement, mais y compris les contrats qui vont arriver à expiration l'année prochaine. Et le secteur des assurances a tenu à ce que les attestations qui seront en cours au-delà du 1er janvier 2023 puissent être changées gratuitement au profit de nos usagers en attestation digitale. Donc là, il n'y a vraiment pas de questions, il n'y a pas de problème et cela se fera gratuitement, il n'y a pas de coût additionnel à payer. Le secteur se digitalise, mais quid de ceux qui n'ont pas de smartphone et qui ne sont pas du tout familiers au digital? Qu'avez-vous prévu pour eux? Alors ceux qui n'ont pas de smartphone, je pense que le processus il est global, il intègre tous les cas de figure. Vous pouvez toujours continuer à tirer sous format papier votre attestation. Votre attestation, vous l'aurez toujours, vous pourrez l'avoir toujours dans votre voiture si vous n'avez pas envie de le stocker sur votre smartphone.
Parce que ce qui est important à la fin, ce sont les mécanismes de vérification. Vous allez avoir un code QR, un QR code, on dira comme ça, sur votre attestation papier, mais qui va servir donc évidemment. Donc ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'avoir l'attestation papier. Faciliter la tâche à tout le monde. Voilà, faciliter la tâche. Après, la vérification aussi peut se faire par la plaque d'immatriculation à travers un code USSD spécial qui sera mis à la disposition des usagers. Vous pouvez vérifier. Concrètement, oui. Si je me fais arrêter par un officier de police pour un contrôle et qu'on me demande une attestation d'assurance, je tends mon téléphone. Oui, si vous l'avez stocké sur votre téléphone, vous le tendez et évidemment la police Est-ce que ça n'ouvre pas la porte quelque part aussi à peut-être de l'insécurité? Non, pas vraiment d'insécurité, parce que si vous avez l'attestation stockée quelque part dans votre portable, comme vous le faites avec l'attestation Covid, le code QR qui est dessus, c'est ça qui est le plus important. Après, la police pourra avoir des mécanismes de vérification qui sont à leur disposition, avec lesquels nous avons travaillé, et ça va leur permettre de s'interconnecter à la plateforme ASACI, donc l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, qui détient cette plateforme, pour vérifier tout de suite si votre attestation est authentique ou pas. Autre mécanisme de vérification alternative, c'est que la police pourra aussi faire à travers le code USSD spécial, le 9191, donc ça sera dièse 9191, étoile plaque d'immatriculation dièse, tout de suite, avant un retour de l'ASACI, s'assurer que cette attestation elle est valide ou bien si elle n'est pas valide. Merci M. Koné pour ces précisions. Est-ce que vous avez un message à adresser aux populations qui nous regardent ce soir? Alors le message, c'est de dire que cette réforme, elle est pour toute la population, elle n'est pas seulement que pour ceux qui ont des véhicules ou bien qui doivent s'assurer. Vous savez, tous autant que nous sommes, nous pourrons être amenés à interagir avec le secteur des assurances parce que nous sommes transportés dans un véhicule, dans un baka, dans un taxi, et sans avoir de l'assurance automobile. Mais à la fin, si nous sommes victimes d'un accident, nous aurons besoin, évidemment, de présenter nos opérations, nos demandes de sinistre, nos demandes d'indemnisation auprès d'une compagnie d'assurance. Et là, on devient partie prenante de la question de l'attestation automobile. Et si ce n'est pas digitalisé, le processus de prise en charge des sinistres peut être long. Donc on a tous intérêt à ce que cette réforme-là réussisse. Et surtout, on a tous intérêt à lutter contre la non-assurance, qui est aussi un fléau qui alourdisse les mécanismes de prise en charge des sinistres, puisque à la fin, si on n'est pas sûr que le véhicule est vraiment assuré, évidemment, les sinistres peuvent encore attendre. Et ça, le secteur des assurances veut que ça soit quelque chose du passé avec cette réforme. Et nous nous engageons. En tout cas, nous sommes prêts à y aller et tous les acteurs sont mobilisés pour que ce soit une réalité en Côte d'Ivoire. Merci M. Mamadou Koné pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association d'assurance de Côte d'Ivoire et donc dès 2023, dès janvier, entrera en vigueur l'attestation d'assurance automobile digitalisée. Merci infiniment. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, après des affrontements le 12 dernier entre forces de l'ordre et orpailleurs à Kokumbo qui ont entraîné la mort de 5 personnes, le ministre Amédée Kouakou a fait le déplacement dans la région pour apporter le soutien du gouvernement aux populations, mais aussi sensibiliser sur les dangers de l'orpaillage clandestin. Niki Mamoussa. Il y a eu des décès, il y a eu des blessés. On souhaiterait que ce soit vraiment la dernière fois que cela se passe. Suite aux affrontements à Kokumbo entre forces de l'ordre et population ayant fait 5 morts, le ministre Amédée Kouakou a exprimé sa compassion aux parents des victimes et interpellé la population sur les dangers liés à l'orpaillage clandestin. Parce qu'ici, lorsque vous allez prendre la terre, vous creusez et puis vous faites orpaillage, mais demain, vous allez manger quoi? Est-ce que si vous plantez banane, ça va pousser? Est-ce que si vous plantez tomate, ça va pousser? Est-ce que si vous plantez gombo, ça va pousser? Plus rien ne pousse parce que les sols sont dégradés. Vos enfants vont manger quoi demain? L'orpaillage clandestin a pris de l'ampleur dans la région, d'où cette sensibilisation, mais surtout la nécessité de trouver aux jeunes des activités plus saines. Nous sommes venus pour saluer nos parents qui sont blessés et décédés, mais surtout pour passer un message du gouvernement. Le message du gouvernement, il est ferme, clair et net. Pas d'orpaillage clandestin. Tout ce qui est illégal doit être banni. Parmi les victimes, un élève de 3e dont l'inhumation a été faite le samedi 12 octobre en présence de ses amis et de la population de Kokumbo. Cette visite d'Amédée Kouakou vient quelques jours après celle du général Apalo Touré en vue de sensibiliser les habitants de la localité sur les dangers liés à l'orpaillage illégal. Une affaire de bois à Tias-Salé secoue la toile ces derniers jours. La Fédération des syndicats des eaux et forêts accuse la mairie de trafic après l'abattage d'une centaine de tecs. Des accusations infondées selon le maire. Alors qui dit vrai, qui dit faux et surtout que se passe-t-il exactement? Le reportage de Mylène Legré et Joseph Zécré. Depuis quelques jours, cette conférence de presse faisant cas d'un trafic de bois de teck à Tias-Salé fait le tour des réseaux sociaux.
Dans la vidéo, le coordonnateur et porte-parole de la Fédération des syndicats des eaux et forêts dénonce l'abattage d'une centaine de bois de teck dans la ville. Un matin, ils attendent ronronner des tronçonneuses, ils vont sur site, ils se rendent à l'évidence que c'est une exploitation, c'est une destruction plutôt, devrais-je dire, et les travailleurs désignent du doigt le premier magistrat de la ville, monsieur le maire. Mieux, c'est du bois coupé. Il est allé où? Puisque nos camarades qui sont allés au constat ne l'ont plus retrouvé là. Sur le site mis en cause, voici ce qui reste de ce bois. Seulement 2 sur une terre de 8 hectares. Interrogé, le maire reconnaît avoir ordonné l'abattage de ces bois, précisant qu'il était en droit d'agir pour préserver l'intérêt des populations. On a toute la mérite d'avoir vendu des teck. Ces sites-là, ce n'est pas des propriétés privées. C'est des réserves dont la gestion appartient à la collectivité. Donc le maire peut en disposer à tout moment. Si c'est un bien privé, là le maire est tenu de faire des procédures d'expropriation, en passant par la justice, en expliquant pourquoi il veut prendre le site. Selon ses propos, ce site a été déblayé en accord avec le ministère de la Santé et des Eaux et Forêts pour la construction de l'hôpital général de Tia-Salé. Pour le préfet de la ville, ces accusations de trafic sont donc infondées. On voit certaines choses sur les réseaux sociaux qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Entre construire un hôpital général à Tia-Salé et puis préserver la nature, il faut choisir. Il n'y avait pas d'autres espaces. J'ai demandé au ministre, qui sera ici le 30 octobre, pour qu'on fasse la pose de la première pierre de cet hôpital. Et puis on va mettre cette histoire de côté. Les autorités de Tia-Salé soulignent que ces bois n'ont jamais été vendus, mais plutôt utilisés pour en faire des bois de chauffe. Pour eux, l'urgence était d'offrir cet hôpital général aux populations en vue de faciliter leur accès aux soins. Ils invitent la fédération au dialogue afin de faire taire ces incompréhensions et de mettre un terme à ces tensions. Dans l'actualité sportive, les footballeurs ivoiriens ont une nouvelle association. Il s'agit de l'UFPCI, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Elle a été présentée ce lundi et a pour ambition de veiller au respect des contrats des footballeurs professionnels. Salif Yalekoué, Chèque Bleu. Une nouvelle entité dans l'univers du football ivoirien, l'UFPCI, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, dirigée par l'ex-international Zoromark, a été mise en place. Un objectif, à en croire les porteurs du projet, la défense des intérêts des footballeurs. Nos joueurs sont dans de mauvaises conditions. Nos joueurs sont malheureux, nos joueurs sont tristes. Soyons honnêtes, nos joueurs n'ont plus de valeur. C'est la raison pour laquelle mes amis et moi ici présents avons décidé de créer l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. L'UFPCI est une association de droit ivoirien dont la mission est de défendre les droits et de veiller au strict respect des contrats des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. À juste titre, elle s'engage fermement à améliorer les conditions de vie des joueurs, à s'assurer du respect de leurs contrats de travail par les clubs, à leur garantir une sécurité sociale et enfin, prendre en compte le football féminin en Côte d'Ivoire. L'UFPCI et l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, créée en juin 2009, portée par Cyril Domoro, seront désormais les deux associations pour la défense des footballeurs ivoiriens. Pour rappel, dans la veine des élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, les relations entre l'AFI et la FIFPro, Fédération internationale des associations de footballeurs, qui soutient la nouvelle association, avaient été entachées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Surtout, restez avec nous. Dans un instant, Focus Fait divers, suivi de NCI Sport à 20h30. Et on se retrouve demain. Merci et bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.